bienvenue sur le Twitch dominical de la LFI NUPES Monde. Aujourd'hui, je reçois deux invités, notamment une animatrice et notre lanceur d'alerte, donc qui sont connectés aujourd'hui. Je les mets tout de suite en ligne. Bienvenue à vous deux, bienvenue à Sublime qui nous joint du Japon et bienvenue à Daniel Ibanez qui se contacte, qui nous vient de tout droit de France. Bienvenue à vous deux. Bonsoir, bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Gauthier. Ah bonjour, oui, pardon. Moi c'est Oui, bonsoir et vous c'est bonjour. Okay. Exactement. Alors aujourd'hui, ça va être un Twitch un peu particulier puisque Sublime sera notre animatrice des lanceurs d'alerte. Et bien sûr, Daniel Ibanez va nous exposer ce qu'est un lanceur d'alerte et comment il y est arrivé. Sublime, je te donne tout de suite la parole et moi, je vais m'occuper de la partie technicité aujourd'hui. Et j'en suis ravi. Très bien. Alors, donc Daniel, moi je t'ai découvert en 2015, je pense, à l'occasion de toutes les contestations qui étaient faites autour de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et c'est là que donc j'ai découvert que tu étais un opposant très actif et un lanceur d'alerte concernant la création de cette ligne ferroviaire. Tu as écrit 2 livres sur ce sujet, Trafic en tout genre et les réseaux des rails, lettres au juge, qu'on trouve encore dans toutes les librairies bien achalandées et par correspondance où on sait s'adresser. Donc aujourd'hui, tu vas venir nous parler de la rencontre annuelle des lanceurs d'alerte, dont tu es un cofondateur. Tu as cofondé ce salon qui d'abord s'appelait le salon des livres et l'alerte, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Et donc, tu as monté cet événement avec un couple de libraires, Catherine et Yves Bruet, qui sont libraires indépendants à Argenteuil, à la librairie Le Presse-Papier. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu la genèse de ce qui est devenu la rencontre annuelle des lanceurs d'alerte. En 2015, c'était un petit peu particulier parce que, en fait, très simplement, j'ai appelé un jour Gilles, avec qui on a fait beaucoup de choses parce qu'on a créé une galerie d'art associative avec une artothèque associative, etc., etc. Donc, on avait fait beaucoup de choses ensemble. Et un jour, je lui dis, il y a un truc sur les lanceurs d'alerte, peut-être que ça serait bien d'organiser un truc autour du livre là-dessus. Alors, il me dit, écoute, je vais regarder. Puis, il regarde sur Elect ou je ne sais quelle base de libraire. Et il me rappelle une demi-heure après, il me dit, mais il y a plein de livres sur l'alerte, les lanceurs d'alerte, etc. Je dis, très bien. Il me dit, on peut faire quelque chose. Moi, je dis, je vais regarder. Et puis, je commence à un peu contacter des gens qui sont lanceurs d'alerte. Et je le fais, je contacte des gens chez Anticorps, par exemple, à plusieurs endroits, des gens que je connaissais du fait des luttes que j'ai pu mener. Et puis, c'était un processus très, très étonnant parce que à chaque fois qu'on disait, tiens, ça serait bien d'inviter telle personne, on essayait et hop, on avait le contact, on posait la question, c'est super, génial, je viens. Et alors, voilà, je rencontre Irène Frachon, je lui dis, voilà, est-ce que vous voudriez venir aux rencontres des lanceurs d'alerte? C'était au plateau des Glières, au rassemblement annuel des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et elle me dit, mais c'est génial comme idée, super, je viens. En fait, voilà, tout ça s'est organisé un peu comme ça. Et puis, à chaque fois qu'on avait un petit succès comme ça, avec quelqu'un qui nous disait, super, je viens, d'accord, non, vraiment très bien, on se disait, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Ça marche tellement bien, l'histoire, que où est la tuile, où est le problème, quoi? Tu sais, tu te dis toujours, non, c'est pas possible que tout s'enchaîne si bien que ça et tout ça. Et alors, on va pour chercher une salle à Paris, c'est compliqué, hein. Ça coûte normalement 15 000 € la journée. Donc, si tu n'as pas de subvention, parce que c'est difficile en fait d'organiser un truc sur l'alerte sans subvention, mais avec des subventions, c'est compliqué parce que si tu demandes à Areva de te subventionner alors que tu invites la CRIRAD, ça ne marche pas. Si tu demandes au laboratoire Servier que tu as Irène Frachon, ça ne marche pas non plus.
Bon, enfin voilà, donc on va, et puis on nous dit, bah, tiens, il y a une salle à Montreuil, la parole est rente, tu devrais aller voir. Bon, j'essaye d'appeler, j'y vais finalement parce que j'ai personne au téléphone. Et le gars, au bout d'un quart d'heure, il s'appelle Jean-Jacques Coquart. Il me dit, c'était l'associé d'Armand Gatti, et il me dit, je ne vois pas ce qui pourrait faire que cet événement ait lieu autre part qu'ici. Alors, je lui dis, voilà, et donc il me dit, bon, bah, ça va coûter 800 €. Bon, c'est quand même moins que 30 000. C'est sûr. Et donc, voilà, à chaque fois, tout s'organisait incroyablement bien. Donc, on fixe les dates, c'était le 14 et 15 novembre pour la première édition. Et donc, on installe tout le 13 novembre, toute la salle, la restauration, avec des produits qui venaient de terres confisquées à la mafia en Italie. Enfin, voilà, tout parfait. Et là, à 10h30 du soir, j'étais en train de dîner avec des journalistes pour expliquer un petit peu ce qui allait se passer le lendemain. Et donc, le restaurant dans lequel j'étais baisse les rideaux et nous dit il y a des attaques sur les terrasses de Paris. On ne savait pas ce qui se passait. Et donc, c'était le soir du Bataclan. Et donc, on s'est retrouvés avec… voilà, la tuile nous est vraiment tombée sur la tête de façon bien moindre et bien moins catastrophique que tout ce qui s'est passé cette soirée-là. Et donc, le lendemain, on a quand même accueilli les personnes parce qu'Irène Frachon arrivait de Brest, Éric De Luca arrivait d'Italie. Enfin, voilà, tout le monde avait pris ses billets, les gens étaient déjà arrivés à Paris. On ne s'est pas senti de garder les portes fermées. Donc, on a accueilli les gens qui se présentaient sans en faire grande publicité. Et ça a été forcément un peu exceptionnel et tragique, mais d'une grande chaleur humaine. Et tout le monde a dit, bon, bah, on le refait l'année prochaine. Et donc, ça, c'était la première édition. Et voilà, nous avons eu la chance ensuite de pouvoir continuer parce que les gens sont revenus, bien sûr, la deuxième année. Et aujourd'hui, ben, on a la chance de passer des coups de fil, d'envoyer des messages et d'avoir des réponses à peu près positives. Donc, on a un peu moins de tuiles qui nous tombent dessus. En tous les cas, on croise les doigts pour la prochaine édition, pour les 11, 12, 13 novembre. Et donc, alors, tu me disais que vous êtes un tout petit groupe à organiser ces événements et que donc des bénévoles vous rejoignent sur les jours des rencontres pour parer, pour prêter main forte à la technique, à la restauration, à l'accueil et tout ça. Mais au départ, vous êtes quand même un petit commando, un petit noyau. Commando, c'est sans doute pas le mot qui va, mais commando activiste. on est, oui, en fait, déjà, il y a énormément de bénévoles qui permettent que ça se tienne, parce qu'il faut savoir qu'on reçoit une centaine d'intervenants, d'auteurs pendant les 2 jours et demi, qu'il faut installer tout le matériel de captation vidéo, de son, même si toutes les salles sont bien équipées, qu'il faut installer la restauration, qu'il faut faire la cuisine, qu'il faut donner à manger, qu'il faut servir à boire, qu'il faut accueillir les gens, accueillir la presse, tout ce que vous imaginez sur des rencontres qui accueillent quand même beaucoup de monde. Donc là, voilà, je remercie encore une fois tous les bénévoles du temps qu'ils passent, de l'énergie qu'ils donnent pendant ces 3 jours. Et en amont, par contre, il faut programmer. Et là, c'est pas plus compliqué, mais c'est plus difficile de travailler sur des groupes larges parce que les questions d'alerte sont un peu confuses. À savoir que déjà, qui définit ce qu'est un lanceur d'alerte, comment on le définit, qu'est-ce que la définition de l'alerte elle-même. Et donc, c'est un sujet éminemment politique, éminemment polémique, et il ne faut pas trop se tromper, ce qui n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Mais par exemple, voilà, cette année, on a une rencontre sur MeToo, et c'était vraiment un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps parce que clairement, il y a une difficulté dans notre société, bien que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
affirme qu'il y a une égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. Il n'en reste pas moins qu'on sait que ça n'est pas vrai, d'une part, que d'autre part, il y a des agressions, qu'il y a des viols, etc., et que tout ça est très, très mal reconnu par notre société. Il n'en reste pas moins que c'est toujours compliqué sur ce sujet-là, particulièrement, en tous les cas, de dire est-ce que les personnes accusées doivent être sanctionnées avant instruction ou pas, et en fait viennent se percuter deux sujets qui sont, à mon sens, d'égale importance et d'égale priorité, à savoir le principe de précaution, parce qu'on ne peut pas laisser les femmes qui sont menacées ou qui sont victimes être en risque et en danger. Et à la fois, il y a le principe de la présomption d'innocence, qui est un des droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, en fait, il y a une grande discussion sur tout ça, les uns voulant qu'il y ait des inversions de la charge de la preuve, etc. Et donc, c'est quand même assez difficile de pouvoir avoir un débat large en programmation sur ces sujets-là. Donc, cette année, Lumière, nous avons pu trouver un thème qui dit, voilà, le problème, c'est comment arbitre-t-on entre le principe de précaution et la présomption d'innocence. La présomption d'innocence ne pouvant pas masquer les responsabilités, et on le voit dans le monde politique aujourd'hui, mais l'inversion de la charge de la preuve et la sanction a priori n'est pas plus acceptable dans notre société. Et donc voilà, on voit qu'il y a quand même des grandes discussions, et j'imagine que les gens qui regardent cette petite intervention se disent, ben oui, ben voilà, j'ai peut-être déjà un a priori là-dessus. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, on a sur d'autres choses, sur les pesticides, sur Julian Assange, voilà, tout ça se pose des questions assez précises en programmation. Et pour conclure sur ce sujet, ensuite de ça, voilà, il n'est pas facile de téléphoner à Stella Maurice Assange et d'avoir son contact et d'avoir une réponse favorable si tu n'existes pas ou si enfin, voilà, donc partager ce truc de programmation est un peu compliqué. Et nous, on commence la programmation à partir du mois de janvier. Donc, à partir de janvier, on commence à programmer les thèmes, les idées. Et donc, en fait, on s'y prend très en amont. Et dans les grandes organisations, c'est compliqué de mobiliser les gens pendant 8 mois, voire 10 mois avant l'événement. Et pourtant, on est bien obligé de le faire. Donc, c'est un peu compliqué. Et alors, voilà, on travaille en équipe réduite. Et puis, je ne dois pas être super facile à travailler. Donc, voilà. Mais justement, tu parlais de définition de qu'est-ce que c'est la définition d'un lanceur d'alerte, qu'est-ce que c'est la définition de l'alerte, et justement, pour vous, qu'est-ce que vous dites là-dessus, quelles sont vos conclusions sur ça? Quelle est la définition de l'alerte? Qu'est-ce que c'est l'alerte? Qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de confusion là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une approche assez générale, qui est une approche caritative de soutien aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont des héros, ils se battent pour l'intérêt général, etc., etc. Enfin, voilà. Et donc, ils sont sanctionnés, et donc, nous les soutenons financièrement, juridiquement, psychologiquement. Voilà, on les soutient. Et en fait, ce truc est très médiatique. C'est très médiatique parce que ça permet d'incarner des problèmes, de les personnaliser et d'avoir un interlocuteur sur le sujet. La seule chose, c'est qu'en fait, et il y a un gars qui a dit ça très très bien dans un film extraordinaire qu'il faut que tout le monde regarde, c'est Citizen4, et il s'appelle Edward Snowden. Et Edward Snowden dit, quand Glenn Greenwald lui pose la question et lui dit, mais est-ce que tu veux apparaître par rapport à ce que tu dénonces? Et il dit, j'ai aucun problème à apparaître, puisque clairement, ce n'est pas à moi qu'on a reproché quoi que ce soit sur la surveillance de masse,
mais c'est eux qui ont des choses à se reprocher. Mais il dit, par contre, je veux que d'abord l'alerte soit portée, parce que la question, c'est que si l'on commence à présenter le lanceur d'alerte, l'alerte va disparaître. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous semble absolument important. On a écrit un article avec Francis Chateaurenaud, qui est celui qui a fait émerger la formule lanceur d'alerte en 1999. Donc, ce que nous disons, c'est que la première des choses à prendre en considération, c'est l'alerte et le traitement de l'alerte. Parce que, en fait, le mot alerte a deux signifiants, deux articulations absolument indissociables. La première, c'est la gravité. Quand on transfère une information qui n'est pas grave, ça n'est pas une alerte. D'accord. Voilà, je ne sais pas, il fait beau aujourd'hui, c'est une information, mais ça n'est pas une alerte. Donc, l'alerte porte forcément sur une situation d'une grande gravité, le cas d'une gravité avérée ou supposée. La deuxième, c'est qu'il y a une urgence. D'accord. On peut informer sur quelque chose de grave, mais ça devient une alerte lorsqu'il y a besoin d'une réponse urgente. Et donc, ces deux éléments-là sont souvent oubliés au profit du lanceur d'alerte à qui on a confié un combat et qui finalement se retrouve à gérer un combat alors qu'il n'avait pris comme option que de dire j'ai connaissance d'une situation dont la gravité nécessite une réponse urgente, soit de l'institution, soit des services de l'État. Et donc, on dit on va défendre le lanceur d'alerte. Non, il faudrait d'abord traiter l'alerte. Voilà. Donc, ce que nous disons, c'est attention, ne pas confondre le soutien au lanceur d'alerte au traitement prioritaire de l'alerte parce que la situation est grave et qu'elle nécessite des corrections et des mesures correctives urgentes. Voilà un petit peu ce que l'on dit sur ce sujet. Moi, j'avais une petite question posée dans le chat, c'est est-ce que tu as constaté des difficultés supplémentaires concernant les droits des lanceurs d'alerte sous le gouvernement actuel, sous le gouvernement Macron, en fait? Faut reconnaître que le gouvernement actuel est dans la droite ligne du gouvernement Hollande et des gouvernements précédents. Ce qu'il faut peut-être rappeler par rapport à cette question, c'est que l'alerte, les gens le considèrent comme un droit. On a le droit d'alerter. Et de fait, la Cour européenne des droits de l'homme a souvent dit dans sa jurisprudence que la personne n'aurait pas dû être sanctionnée parce que sa liberté d'information, d'expression, nécessitait effectivement qu'elle puisse transmettre ces informations à la population du fait de la gravité. En fait, en 2013, il y a une première loi sur l'alerte et les lanceurs d'alerte, c'est la loi Blandin. Et cette loi Blandin va instituer quelque chose, par exemple, dans le Code du travail, qui est l'article 4133-1, peu importe, et qui dit « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur lorsqu'il constate un risque pour la santé publique ou l'environnement. » Et là, on utilise le présent de l'indicatif, c'est-à-dire alerte immédiatement l'employeur. Donc, ce n'est pas du tout un droit optionnel, c'est un devoir. On pourrait même arriver à une situation où on se trouve dans un contexte où le travailleur qui n'alerte pas l'employeur alors qu'il a connaissance d'un risque se fait licencier pour faute grave. Lactalis aurait très bien pu dire comment ça arrosé, ouais. La présence de la salmonelle. Mon Dieu, tu vois le truc. Et en fait, tout le monde oublie un petit peu ça. Tout le monde dit le lanceur d'alerte a choisi d'alerter, a choisi de prendre des risques même, on lui dit. Non, il ne choisit pas de prendre des risques. Il n'a pas pris des risques, en fait. Il a simplement répondu à une intuition républicaine qui est que le devoir d'un citoyen, c'est que lorsqu'il est confronté à une situation grave et qu'il considère qu'on peut prendre des mesures pour limiter cette gravité, il alerte. Il ne lance pas l'alerte, il alerte. Là aussi, c'est
un glissement sémantique quand on a un député ou un sénateur qui dit « je lance l'alerte dans l'hémicycle ». En fait, ça lui permet de dire « regardez, je m'associe à la communauté des lanceurs d'alerte ». Il suffit de dire « j'alerte ». Ça suffit. Et tu vois un petit peu ce glissement entre l'acte d'alerter sur la gravité et en fait, le truc de s'associer à une communauté de lanceurs d'alerte en se disant « ouh là là, regardez, c'est donc vertueux ». Et donc, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'alerte est quelque chose d'essentiel. Et une fois qu'on est revenu à ce mot alerte, gravité et mesure urgente, eh ben, on s'aperçoit que finalement, la priorité, c'est le traitement de la situation et de cette gravité avant d'aller médiatiser un lanceur d'alerte ou de soutenir un lanceur d'alerte. En fait, la première chose qui est demandée par un lanceur d'alerte, c'est-à-dire la personne qui alerte, ça va plutôt être de dire soutien, c'est gentil de nous les amener et c'est bien, mais par contre, essentiellement, ce qu'il faut, c'est traiter l'alerte. Et ça, on a beaucoup de manquements et beaucoup de trous dans la raquette. Et en même temps, est-ce que le fait, en fait, de... Parce que on sait que les lanceurs d'alerte se retrouvent en première ligne ensuite pour les représailles et pour... Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. N'importe quel lanceur d'alerte s'expose à des difficultés dès qu'il est rendu public. Et est-ce que bien sûr, il y a la question du traitement de l'alerte et puis la question de la protection de gens qui alertent. Et est-ce qu'un soutien, est-ce qu'une médiatisation, ça aide à leur protection ou pas? Alors, en fait, en rembobinant un tout petit peu le truc, si l'alerte est un devoir, alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de protection nécessaire, puisque c'est un devoir. Ouais. D'accord. Et donc, ce qui pose problème, c'est qu'on soit obligé de protéger des gens qui ont un devoir d'alerte. Ouais. Ça, c'est un truc un peu compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que, comme on a effectivement inversé un petit peu le processus en disant bah, le lanceur d'alerte a choisi de prendre des risques, finalement, on doit venir le soutenir. Et personne ne se pose la question primordiale, qui n'est pas de dire comment on protège le lanceur d'alerte qui avait finalement un devoir d'alerte, mais comment on sanctionne celui qui n'instruit pas l'alerte, celui qui exerce des représailles. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on a ce problème-là et que d'ailleurs en 2016, la loi Blandin a été tricotée par Michel Sapin. C'est qu'en fait, la culture libérale va nous dire que finalement, le risque vient du lanceur d'alerte. Le risque pour la société ou pour les sociétés économiques, commerciales, viennent du lanceur d'alerte parce qu'il n'aurait pas conscience des implications de son alerte et des informations qu'il transmet. Ça pourrait ouvrir la porte à la violation du secret industriel, etc., etc., etc. Et le résultat des courses, c'est qu'on va dire, bon, le travailleur n'est pas assez malin pour savoir si l'alerte est vraiment bien formulée, s'il a des preuves, etc., etc. Donc, on va le contraindre dans tout un processus de déclaration préalable, soit en interne à une autorité pseudo-indépendante, soit une autorité externe, ce qui va être repris d'ailleurs dans la loi de transposition qui est entrée en vigueur le 1er septembre. Et en fait, on dénature complètement la question de l'alerte, mais pour une raison très simple, c'est que la loi définit, à mon avis imparfaitement, le lanceur d'alerte, mais ne définit pas le mot alerte. Et donc, à partir du moment où on ne définit pas le mot alerte d'un point de vue juridique, ben on se retrouve dans une situation où on a personnalisé la question sur la personne et où en fait on n'est plus du tout sur le traitement de l'alerte lui-même. Le résultat, c'est quoi? Ben, c'est que chez Lactalis, il n'y a personne qui alerte sur la présence de la salmonelle. C'est ça que les services de l'État étaient passés, ne l'avaient soi-disant pas vu.
mais que l'on a tout un tas de dossiers où les alertes ne sont pas portées. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, contrairement à ce qui est induit par la loi de protection des lanceurs d'alerte, dans tous les cas dite de protection des lanceurs d'alerte, c'est que le risque est présent lorsqu'il n'y a pas d'alerte, et lorsqu'il y a alerte, alors il peut y avoir des protections. Et l'exemple de Lactalis ou du Mediator sont extrêmement clairs. Si Irène Frachon n'alerte pas sur la toxicité, sur le poison que représente le Mediator, eh bien, il continue à y avoir des morts par valvulopathie, etc. Si, quand l'alerte n'est pas lancée chez Lactalis, tant qu'il n'y a pas de lanceur d'alerte, eh bien, les enfants finissent à l'hôpital. Et donc, on s'aperçoit bien que c'est l'absence d'alerte qui crée le risque et non pas la présence d'un lanceur d'alerte. Ouais. Alors que la loi est construite complètement à l'inverse. Elle dit, attention, attention, il peut y avoir des risques dans l'alerte, donc on va commencer par contraindre le processus d'alerte, ce qui fait que plus on le contraint et plus en fait on laisse le risque perdurer. Voilà. En fait, la loi protège la société, en fait, la société, le business. Oui, je pense qu'en tous les cas, ceux qui ont réfléchi à la loi Sapin dans cette condition et qui se sont appuyés sur celle-là ont effectivement une culture pseudo-économique qui est une culture de protection des entreprises contre l'alerte. Alors, bon, voilà, je pense qu'effectivement, il faut inverser les choses. Et le fait de partir de l'alerte elle-même permet de poser les questions dans le bon sens et non pas dans un sens inverse, à savoir, oulala, les responsabilités. Je crains malheureusement que, y compris la transposition et la nouvelle loi n'apportent pas grand-chose finalement en termes de protection, mais parce qu'au démarrage, on n'est pas dans le bon sens. Oui, c'est ça. Et alors, comment on peut œuvrer à remettre la question dans le bon sens? Alors là, ça c'est simple en fait. C'est très simple, il suffit de reprendre les grands principes de notre République. Les gens l'ignorent, mais en fait, par exemple, en matière d'environnement, il y a la charte de l'environnement qui va nous dire toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Par conséquent, soit on peut activement protéger l'environnement, soit lorsque l'on constate des risques pour la préservation de l'environnement, on a le devoir de faire quelque chose pour préserver. Donc, on a le devoir d'alerter les services de l'État, par exemple. Donc, constitutionnellement, puisque la Charte de l'environnement fait partie du bloc de constitutionnalité, il y a un principe républicain qui dit, en matière d'environnement, s'il y a des risques pour l'environnement, on doit alerter. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir se rattacher à des grands principes républicains, parce qu'on parle souvent des principes et valeurs de la République, mais en l'occurrence, c'est ça. Il y a un deuxième grand principe dans les valeurs et principes de la République, c'est le mot liberté. Le mot liberté en France républicaine n'a qu'une définition. On ne la trouve pas dans le Larousse, etc. On la trouve à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est là encore le bloc de constitutionnalité. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En 1789, le 26 août, ça veut dire aux autres membres de la société. À partir de 2004, avec la Charte de l'environnement, qui va créer une indissociabilité entre la survie de l'espèce humaine et son environnement, quand on dit « ne nuit pas à autrui », on sous-entend ni à autrui, autres membres de la société, ni à l'environnement. À partir du moment où on fait un médicament comme le Mediator, il est du devoir citoyen et républicain d'alerter parce que le Mediator nuit à autrui. Et donc, là encore, on est sur le droit fondamental.
En matière d'évasion fiscale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va nous dire que chacun doit contribuer à hauteur de ses capacités, article 13. À partir du moment où on constate de l'évasion fiscale, on peut se raccrocher à ce principe républicain qui est la répartition de la richesse pour une contribution publique qui permette d'avoir une force publique pour l'avantage de tous et la garantie des droits de l'homme, et donc que les gens qui échappent à l'impôt, en fait, violent ce principe républicain et que c'est une alerte pour la République. Parce qu'effectivement, ça ne peut plus financer les services publics. Donc, tu vois qu'on a finalement pas mal de choses. Quand la police, par exemple, commet des violences, la police, comme les autres services de l'État, est là, elle s'appelle en fait la force publique au titre de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, et son rôle, c'est de garantir les droits de l'homme pour l'avantage de tous et non pour l'intérêt particulier de ceux auxquels elle est confiée, donc pas pour le pouvoir. Et là encore, on s'aperçoit que finalement, s'il y a des problèmes de violence policière injustifiée, on n'est pas dans le cadre du principe républicain du rôle de la force publique. Donc finalement, en se raccrochant à ces principes républicains de base, qui sont finalement intuitifs, on se remet dans le bon sens parce qu'on s'aperçoit que le devoir de citoyenneté, c'est effectivement d'alerter sur ces dysfonctionnements graves et en pensant que l'institution républicaine permet d'apporter des réponses et des mesures correctives. Ok. En fait, en même temps, c'est pas trop le cas en ce moment. Non, hein on est d'accord. Mais ceci dit, oui, tout ce que tu viens d'énoncer, je trouve que c'est un super point de départ pour une bataille culturelle, en tout cas. En tous les cas, c'est intéressant de renvoyer des républicains, du parti des républicains ou des libéraux, qui chaque jour nous déballent les principes et valeurs de la République, et de les renvoyer finalement en matière d'alerte à ces principes et valeurs de la République, mais en les spécifiant chacun les uns et les autres. Oui, bien sûr, mais c'est quand même c'est bien parce que c'est vraiment bien, c'est bien élaboré, quoi. Et c'est pardon, et en fait, attendez, j'étais juste en train de regarder un truc, pardon, j'ai perdu ma feuille. Ouais, attends, je t'avais dit que j'avais du mal à retenir les noms, hein. Tu sais, le monsieur avec qui tu as écrit Francis Chateau-Renaud. Francis Chateau-Renaud. Donc, c'est beaucoup de ça que vous parlez, en fait, dans votre article et dans l'entretien que j'ai regardé de vous cet après-midi sur votre site. Alors, d'ailleurs, je voudrais en profiter pour prévenir que vous avez une chaîne. Oui. Une chaîne qui n'est pas sur YouTube, mais qui est sur Peertube. Oui, parce que c'est libre. Ouais, et ben justement, alors moi, j'étais ravie parce que j'en ai fait la découverte, voilà, grâce à vous, cette chaîne sur Peertube, et sur laquelle, en fait, vous avez édité et programmé beaucoup des entretiens. Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément d'une année sur l'autre, ça remonte à plusieurs années. Ce sont des entretiens qu'on a réalisés là, entre mars et juin de cette année, et qu'on va continuer d'ailleurs au cours des rencontres des lanceurs d'alerte, les 11, 12, 13 novembre prochains, à la Plaine Saint-Denis. L'idée étant d'avoir des entretiens avec des acteurs de l'alerte et de voir avec eux un petit peu quelles sont ces questions et comment ils les appréhendent chacun. Et tout le monde nous dit que finalement, c'est assez intéressant cette approche. Donc, effectivement, avec Francis Chateau-Renaud, on a écrit un article ensemble. J'en suis honoré parce que Francis Chateau-Renaud, c'est lui qui a trouvé cette expression lanceur d'alerte en 1999
après avoir analysé, c'est un sociologue-chercheur à l'EHESS, et après 3 ans d'études de 95 à 98, il a écrit un bouquin dans lequel il sort cette définition lanceur d'alerte. Et donc, nous, ce que nous disons dans cet article qui va paraître dans Nature et Progrès la semaine prochaine, et qui est repris en synthèse dans le numéro hors série Politis et Bastamag qui sort également la semaine prochaine. Ce que nous disons, c'est que voilà, le lanceur d'alerte n'est finalement que celui qui alerte et qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur le rôle qu'on lui fait porter, qu'on lui attribue de combattant. Parce qu'en fait, ça n'est pas son propos au démarrage. Son propos, c'est, je constate, comme je le disais tout à l'heure, je constate une situation grave, j'alerte pour qu'il puisse y avoir des mesures correctives. Et ce que nous disons, c'est qu'on a un vrai problème à vouloir absolument héroïser, personnaliser, parce que finalement, on se retrouve dans une situation où ces lanceuses, lanceurs d'alerte se retrouvent titulaires d'un combat. Irène Frachon se trouve quasiment titulaire d'un combat contre Servier, alors que ça n'est pas son propos. Son propos, c'est simplement, j'informe à l'époque l'Agence du médicament de la toxicité et du poison que représente le Mediator, et elle n'a pas décidé de se battre contre l'industrie pharmaceutique. En fait, elle se retrouve dans cette situation, d'une part parce qu'on personnifie cette alerte en disant le Mediator, c'est Irène Frachon. Alors, c'est un vrai travers parce que, en fait, on se retrouve tous, moi sur d'autres dossiers, mais Irène Frachon, c'est le Mediator. Enfin, Irène Frachon, c'est aussi une pneumologue. Irène Frachon, elle a d'autres engagements dans sa vie civile, professionnelle. Irène Frachon, ça n'est pas le Mediator. Irène Frachon a alerté sur la toxicité et finalement, c'est par défaut d'intervention, soit de la sphère citoyenne, associative, médiatique, etc., qu'elle se retrouve titulaire de ce combat, qui ne devrait pas être un combat, d'ailleurs, et qui se retrouve être un combat et qui lui bouffe 15 ans, 20 ans de sa vie. Et là, il y a un vrai problème, et donc on explique un petit peu ça, et on essaye d'interroger tous les milieux politiques, associatifs, sur la responsabilité collective, qui est qu'on laisse le lanceur d'alerte en lui apportant son soutien, mais qu'un selfie n'a jamais permis d'instruire une alerte. Non. Et puis surtout, enfin, moi, ça m'évoque une réflexion qui est que, en fait, en personnifiant l'alerte, on noie le poisson. En fait, on échappe vraiment à la cause première et on fragilise énormément les gens qui ont lancé l'alerte. Et malheureusement, Julian Assange en est un exemple tragique parce qu'alors on peut se faire broyer, quoi. Alors, on peut se faire broyer. Alors, premièrement, on ouvre la porte quand on personnifie l'alerte et qu'on ne traite pas l'alerte en premier lieu. On ouvre la porte au discrédit. Parce que bien évidemment, ceux qui sont mis en cause vont avant toute chose chercher à discréditer le lanceur d'alerte. Et ceux qui sont mis en cause ont une machine de guerre à leur disposition en juridique, économique, etc., que le lanceur d'alerte n'a pas. Communicante, voilà, que le lanceur d'alerte n'a pas. Alors, le lanceur d'alerte n'a pas, mais normalement, le milieu associatif et politique devrait le pouvoir. Là, Et voilà. Et le problème, c'est que tu vois, on a face à des gens qui défendent leurs intérêts, non pas. Moi, je dis toujours que je n'ai pas le sentiment qu'on soit face à un rouleau compresseur, comme on me dit souvent. J'ai l'impression qu'on est face à 2 dérouleurs de moquettes et que c'est assez facile à arrêter, pour autant qu'on se mette quelques-uns devant, tu vois. Alors du coup, se pose la question de comment dépersonnifier les alertes en question. C'était un peu la question du chat, du coup. Alors, donc, on peut, moi, il n'y a aucun problème, je veux dire, c'est une responsabilité citoyenne. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il faille absolument
alerter. Il y a des gens qui prônent l'anonymisation. Je pense, moi, que c'est un leurre. C'est un leurre, d'une part, parce que nous sommes aujourd'hui réunis entre le Japon, la Suisse, la France et, j'ai vu tout à l'heure, la Thaïlande, etc. Franchement, l'anonymisation est un leurre. Il a fallu un quart d'heure au service américain pour savoir qu'Edward Snowden était à l'origine des révélations. Franchement, Chelsea Manning a été identifié immédiatement. Tout ça est un leurre. Et qui plus est, à mon sens, c'est un peu dangereux cette question de l'anonymisation, ce qui est différent du fait de ne pas héroïser, personnaliser le combat. Je dis ça parce qu'il y a souvent cette tendance à vouloir anonymiser l'alerte. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, soi-disant pour limiter les représailles. En fait, dans une entreprise, quand quelqu'un parle, franchement, c'est facile à savoir qui a parlé. Donc ça n'existe pas. Mais en plus de ça, c'est un vrai problème parce qu'à nouveau, en fait, on évite de poser la question de la sanction de ceux qui n'instruisent pas l'alerte ou qui ne prennent pas les mesures correctives ou qui ont fait prendre des risques aux autres. Et on dit, bah, tiens, on va anonymiser. Et donc, l'anonymisation serait une protection. Sauf qu'en République, je ne vois pas à quel titre il faudrait anonymiser des gens qui exercent leur droit de citoyenneté, voire leur devoir de citoyenneté. Là, le truc, c'est… Donc en fait, c'est plus une question de… La question, c'est plus la réponse des associations, des partis politiques pour de l'institution républicaine, de la justice, des services de l'État. On a l'exemple avec L214, par exemple. D'ailleurs, Brigitte Gauthier, la cofondatrice d'L214, sera présente sur une rencontre sur l'agroalimentaire. Alors là encore, tout ça a été programmé au mois de mars avec Brigitte Gauthier et on se retrouve avec une vidéo qui montre que le principal fabricant de fromage de chèvre fait des traitements inconséquents et violents sur les animaux, etc. Enfin, que tout ça n'est pas acceptable. Et donc, Brigitte Gauthier va venir. Ce que l'on a, on a vu là, il y a eu des amendements qui ont été présentés il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale, notamment par la députée de ma circonscription, donc j'en suis un peu confus, qui proposait que les associations qui font des révélations de ce genre-là, grossièrement, perdent leur statut d'intérêt général, donc ne puissent plus bénéficier de dons. Ben, oui, mais le problème, c'est que les services de l'État, qui auraient dû voir que dans cet élevage de chèvres, ou dans les élevages de canards, ou dans les élevages de cochons, ou dans ci, ou dans là, n'ont pas fait leur travail de contrôle, qui est de la responsabilité de l'État, tant en matière de sécurité alimentaire, qu'en matière de bien-être animal, qu'en matière de règles de santé publique et d'hygiène dans les élevages, etc. Et en fait, on voit bien que finalement, le risque, quand on a des rats qui circulent partout dans des élevages qui ne sont pas contrôlés par l'État, ce ne sont pas les associations comme L214 qui le montrent dans une vidéo, ce sont ceux qui se sont tus qui n'ont pas dénoncé ça. Et ce sont notamment les services de l'État. Donc, on a une véritable déficience, une véritable défaillance des services de l'État. Et clairement, il faut absolument qu'on ait un retournement de cette culture et qui considère qu'en fait, l'alerte protège notre société, alors que les lois et les discours libéraux aujourd'hui, à mon sens, considèrent plutôt que les lanceurs d'alerte présentent un risque. Oui, bien sûr que ça présente un risque pour ceux qui ne respectent pas les principes de la République. Oui, c'est ça. Donc, il faut inverser. Et oui. En fait, il faut revenir aux valeurs de la République, c'est ça qui est bien. Oui. Ben oui. Hein. On va arriver doucement vers la fin du Twitch. Je te permets, Sublime, de poser les dernières questions et puis tranquillement de moi, conclure. Je voudrais savoir… bon, déjà, je rappelle que donc
cet événement, la 7e, c'est la 7e rencontre annuelle des lanceurs d'alerte, se tient les 11, 12 et 13 novembre à la Maison des Sciences de l'Homme à la Plaine Saint-Denis. Le métro, c'est sur la ligne 12 Front Populaire, le bien nommé, et l'entrée est libre et gratuite. On a de la restauration sur place. Voilà. Et le programme est richissime. Et je propose, tu pourrais, Gauthier, mettre le site, l'adresse du site sur l'affiche. Là, je te l'envoie. C'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Super. C'est fait où? Je remettrai sur le Twitch, mais en tout cas, il est déjà disponible. Voilà. Donc, il y a un programme vraiment très, très riche et passionnant. Ça couvre plein de domaines. Donc, effectivement, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur la sécurité de l'alimentation, sur les services publics, sur la santé. Et franchement, j'encourage toutes les personnes qui ne sont pas très très loin, même s'ils ne sont pas à Paris, même s'ils ne sont pas en France, mais pas très loin de Paris, et tout, vraiment d'y aller, parce que je pense que c'est un événement très très citoyen et très utile et nécessaire en ce moment. Et donc, Daniel, je voudrais te poser la question par rapport à la ligne ferroviaire Lyon-Turin contre laquelle tu t'es beaucoup battu, on peut dire, je veux dire intellectuellement et politiquement. Ça en est où? Ça en est que c'est un projet qui coûterait, s'il était réalisé, je pense au minimum une quarantaine de milliards d'euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle ligne Lyon-Turin, parce qu'il y en a une qui existe. En fait, celle qui existe n'est pas utilisée. Elle n'est même pas utilisée à la hauteur de ce pourquoi elle était utilisée dans les années 80 ou dans les années 2000. Ah ouais. Wow. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent sur les projets. Je dis, ce combat est un combat un peu compliqué parce que c'est un projet ferroviaire. Alors, quand on a des gens intéressés par l'environnement ou par le social, le ferroviaire, c'est bien, le train, c'est bien, et la route, c'est mal, et l'avion, c'est mal. Donc, se bagarrer contre Notre-Dame-des-Landes, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est des avions, surtout aujourd'hui. Bon, il se trouve que ceux qui soutiennent le projet Lyon-Turin sont quand même très ressemblants à ceux qui soutenaient Notre-Dame-des-Landes. Donc déjà, j'invite tous ceux qui pensent que le train, c'est bien, à se dire, quand même, si ceux qui soutenaient Notre-Dame-des-Landes soutiennent aussi Lyon-Turin, il faut quand même se méfier un petit peu. Et ensuite de ça, il y a plusieurs questions qui se posent aujourd'hui, cette année particulièrement. Est-il nécessaire que les élevages de porcs bretons envoient chaque nuit des camions complets de porc en Italie? Ou les Italiens peuvent-ils essayer de produire du porc local pour faire de la mortadelle? Est-il nécessaire qu'il y ait 2 trains par semaine de traverse en béton pour installer les rails dessus, alors que les Italiens savent faire du béton et que les Français aussi, donc peut-être pas la peine de faire circuler des trains pour ça. Voilà, quelle est la valeur ajoutée de tout ça? Et la valeur environnementale est quand même extrêmement discutable. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut se poser. La deuxième question que nous avons posée, c'est est-il nécessaire de faire une nouvelle infrastructure lorsqu'on en a une qui est capable de répondre aux besoins? Bien sûr. Nous avons fait la démonstration, notamment avec les syndicalistes de Sudrail, que la ligne existante permet de sortir à peu près 70% des poids lourds qui circulent dans les Alpes entre la France et l'Italie. Wow. Si on l'utilise comme on l'utilisait dans les années 2000 et dans les années 80. Je rappelle que dans les années 80, l'ordinateur n'était pas tout à fait aussi puissant que ce que nous pouvons constater en ce moment. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde était déjà né dans les années 80. Et donc, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais donc, si tu veux, on est dans un truc complètement aberrant de vouloir absolument dépenser de l'argent pour un soi-disant projet du 21e siècle,
parce qu'une ligne ferroviaire existante ne correspondrait plus aujourd'hui à la modernité. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que la ligne numéro 1 du métro a été inaugurée en 1900 et qu'elle date donc du 19e siècle et qu'elle est automatisée comme la ligne 14, qui circule un métro toutes les 85 secondes et que donc même une infrastructure, des trous dans la terre qui datent du 19e siècle permettent de faire des choses extrêmement modernes. Voilà, donc nous continuons à nous battre et j'invite toutes les personnes à interroger et aller d'ailleurs sur différents sites qui parlent du Lyon-Turin. On en parlera un petit peu lors des rencontres parce qu'il y a un vrai problème d'atteinte à l'eau. Quand on creuse des tunnels, en fait, on draine les eaux souterraines. On risque de porter atteinte au captage d'eau potable pour la consommation humaine. Et donc, il y a notamment un député qui s'appelle Gabriel Amar, qui a, avec Jean-François Coulombe, également député de Savoie, qui ont porté et qui portent ces questions fondamentales sur les atteintes à l'eau. Et donc, là encore, l'absence de préservation de l'environnement par un projet dont on n'a réellement pas besoin aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que c'est du train qu'on est obligé de pourrir la montagne, mais aussi d'artificialiser des terres agricoles. Et je finis juste là-dessus sur le Turin. Est-il nécessaire d'artificialiser des centaines d'hectares de terres agricoles pour aller chercher du blé en Ukraine qu'on pourrait probablement produire sur ces mêmes terres agricoles? Voilà. Reposons-nous la question de la cohérence. Conclusion. Ça fait une belle conclusion pour terminer tranquillement ce Twitch. Peut-être que Sublime, tu peux fermer la parenthèse pour aujourd'hui et un petit peu conclure, Daniel, si tu veux, sur les lanceurs d'alerte. Et là, le prochain rendez-vous important qui est le 11, 12, 13, du coup. Je peux dire un petit peu les personnes qui seront là. Vas-y, je t'en prie. On a la chance, la fierté d'accueillir Stella Maurice Assange, l'épouse de Julian Assange, et qui est la mère de ses 2 enfants. Non pas parce que Julian Assange est un lanceur d'alerte, Julian Assange est un journaliste qui a publié les informations qui lui ont été transmises par Chelsea Manning, ou en tous les cas, il a été dit que Chelsea Manning lui avait transmise. Donc, c'est une occasion assez exceptionnelle de rencontrer directement Stella Maurice Assange. Je dis peut-être quelque chose pour que les gens comprennent. En fait, c'est quelque chose, ces rencontres des lanceurs d'alerte, il y a 24 rencontres, il y a plus de 70 intervenants. Ce que me disaient les gens l'an dernier, c'est qu'ils étaient absolument étonnés, avaient un plaisir immense parce qu'ils disent non mais on peut toucher Irène Frachon, on peut parler avec elle alors que d'habitude on la voit à la télévision, c'est des gens inaccessibles. Et donc en fait ce truc est un truc vraiment informel où on peut boire une bière, où on peut boire un café avec des gens exceptionnels. Donc parmi ces gens-là, je vais peut-être parler très très rapidement des thématiques, tu en as un petit peu parlé. Ouais. On va parler beaucoup des pesticides, on parlera des pesticides et des risques à la fois pour les travailleurs et à la fois pour l'environnement et l'ensemble des personnes, notamment avec le film Secret Toxique et cette association. On aura des députés européens, des députés français, mais surtout beaucoup d'acteurs. Je parlais tout à l'heure de la ligne, entre guillemets, éditoriale, en tous les cas du fil conducteur. Cette année, c'est vraiment, et c'est un peu ce que j'expliquais, est-ce que l'alerte suffit ou est-ce que le mot résistance ne doit pas réapparaître? Et de fait, des actions, que ce soit d'extinction-rébellion ou que ce soit de dernière rénovation, des blocages symboliques, sont des choses qui nous paraissent importantes. Donc, on recevra notamment Alizée, ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle qui a sauté par-dessus les gradins lors de la demi-finale de Roland-Garros et qui est allée s'enchaîner au filet de Roland-Garros. Donc, Alizée sera là. Et franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'en matière d'environnement, 30 ans après les alertes du GIEC, il faut vraiment se poser la question de ce que l'on doit faire, de ce que l'on peut faire et savoir si on y répond. Donc, il y aura en face Marie Toussaint, Martine Billard, que sans doute vous connaissez parfaitement bien,
cofondatrice du parti de gauche et ex-députée. Et donc, la question, voilà, ça sera un petit peu, voilà, face à cette urgence environnementale et climatique, est-ce que l'alerte suffit ou est-ce qu'il ne faut pas rentrer en résistance? On aura Irène Frachon qui viendra parler de sa relation et des enseignements que lui a transmis Annette Beaumanoir, résistante, juste parmi les nations, qui est morte en mars 2022 et que Irène Frachon a rencontré au plateau des Glières et qu'elle a accompagné jusqu'à son décès. On parlera donc de MeToo avec la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde politique avec une association, mais également au sein du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Que vous dire d'autre? On verra un petit peu comment l'alerte est publiée à travers des bandes dessinées avec la revue dessinée et Amélie Mouget qui en est la rédactrice en chef, et également Inès Léraud qui a publié la bande dessinée des algues vertes, mais qui vient d'un premier reportage en bande dessinée dans la revue dessinée. Voilà. Et donc aussi Eliane Patriarca qui a fait quelque chose sur le Lyon-Turin dans ce truc-là. On parlera du nucléaire, notamment avec Angélique Huguin, qui est une militante et une environnementaliste qui est interdite de séjour à Bure, parce que Bure est un État autoritaire, une zone de droit autoritaire qui est incroyablement mise en place par un État qui se fait condamner d'ailleurs. Voilà, que vous dire de plus? On a une rencontre sur l'eau, donc l'eau bien commun, bien sûr, mais alerte sur la sécheresse aussi, avec des hydrogéologues, avec les gens d'eau et rivières de Bretagne et Eau-Île-de-France sur les pollutions des eaux, etc. etc. Qu'est-ce que j'oublie dans les choses? On a des cartes blanches à Antoine Boudinet qui est mutilé de la main droite pour avoir eu la main arrachée par une grenade explosive, dont on a vu hier que pour les bassines, la gendarmerie les utilisait toujours. La privatisation des services publics, la police, la justice, notamment avec Evelyne Sirmarin, qui était présidente du syndicat de la magistrature, qui est maintenant administratrice de la Ligue des droits de l'homme, Nadia Sweeney, qui est journaliste, Albert Lévy, ancien magistrat, et tout ça animé par Mathieu Mollard de Street Press. Voilà, allez voir le programme sur le site. Et surtout, si je peux demander quelque chose, c'est toutes les personnes où vous habitiez dans le monde, dites-le, faites-le savoir à tous vos contacts en France. C'est le seul lieu en France et le seul moment où il est possible de rencontrer une centaine d'acteurs de l'alerte, de pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux, bien sûr au cours des rencontres, mais également directement dans les couloirs. On a un truc sur les EHPAD, je dis ça parce qu'on est bientôt concernés quand même. Donc voilà, avec Victor Castanet, avec une journaliste de Cache Investigation, Marie Maurice. Et donc voilà, à chaque fois, on va se poser ces questions qui sont essentielles. Le médicament, bien sûr, avec Emmanuel Mignaton. Donc voilà, dites à tout le monde qu'il faut venir et n'hésitez pas à publier, à suivre nos comptes Twitter. On a un compte Twitter, un compte Facebook. On n'y manquera pas. Lanceur alerte. On va faire des liens sur nos pages Facebook. Bon, voilà. Et puis, venez, l'entrée est libre et gratuite. Là encore, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous finançons ça sans demander de subvention. Et voilà, nous faisons ça avec nos cartes bleues. Et donc, nous sommes complètement indépendants et, à mon sens, très citoyens. J'espère que tout le monde a envie de venir. Voilà. Le message a été entendu. En tout cas, merci pour cette très très brillante intervention. Merci Sublime d'avoir animé ce Twitch dominical. J'étais à la technique pour aujourd'hui. Et puis, nous allons faire suivre en tout cas toutes les communications et toutes les informations. Ce Twitch est bien sûr disponible en replay que vous pouvez revoir encore pendant 15 jours à disposition. Sublime, je te laisse dire le mot de la fin. Écoute, merci à tout le monde et puis merci beaucoup Daniel d'avoir
d'être intervenu sur notre chaîne. Ce Twitch donc est disponible en replay. Ensuite, il est aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Donc la France Insoumise. Notre chaîne YouTube s'intitule La France Insoumise, les Français de l'étranger, puisque si tu veux, elle est pas née d'hier. Hein, donc on a dans cette chaîne une playlist LFI NUPES Monde Twitch, chaîne Twitch, et elle sera disponible ici. Donc tu pourras envoyer le lien à Daniel, à qui tu veux. On va le mettre sur Twitter. Oui, avec plaisir. Et puis surtout, mais restons en contact, parce que je pense qu'aujourd'hui on a parlé de choses très intéressantes, et que tu fais pas que ça, et on aura l'occasion, je suis sûre, de parler d'autres choses. Et entre autres, je viens de lire un article, j'ai pas terminé de lire, que tu as fait sur la pensée. C'est la revue qui s'appelle La Pensée écologique. Oui, qui est animée par Dominique Bourg. Voilà, où tu parles de la République et de la Déclaration des droits de l'homme. Et j'aimerais beaucoup, à l'occasion, qu'on ait une conversation sur ce point. Oui, juste en un mot, c'est qu'on parle souvent des élus, oui, alors que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parle des représentants. Et quand on remplace dans une phrase le mot élu par le mot représentant, la portée politique est complètement différente. Ouais, nous pourrons suivre en tout cas ce prochain débat avec très grande passion et intérêt. Merci à tous les deux d'avoir suivi. Merci à tous les autres de nous avoir regardés, écoutés, et de revoir tout ça en replay. Bon dimanche à vous, bon repos, bonne nuit pour Sublime qui est déjà très tard au Japon. Puis nous allons continuer notre fin de journée en tout cas. Salut Daniel, merci de ton intervention. Au revoir, à très bientôt en tout cas. Salut Gauthier. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.